Vous n'y échappez pas. Tout le monde sait ce qu'est l'anglais. C'est la première langue la plus parlée dans le monde, langue officielle de 53 pays. Elle est utile, voire obligatoire au travail, dans les relations internationales, en voyage, dans le business, dans la politique et l'économie. Dans la quasi-totalité de votre cursus scolaire, vous avez appris les bases et les spécificités de la langue, mais sans savoir les côtés sombres et cachés. Accrochez-vous bien, car dans cette vidéo, nous allons aborder les sombres vérités de la diffusion de la langue anglaise, comment elle s'est imposée à travers l'histoire, bouleversé les cultures et comment elle pose de gros problèmes aujourd'hui. La langue anglaise a commencé à se diffuser de manière significative à partir du XVIe siècle grâce à l'Empire britannique. À son apogée, l'Empire couvrait près d'un quart de la surface terrestre en contrôlant une bonne partie de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Inde et de l'Océanie, lui permettant de massivement se développer et d'imposer sa langue au sein des territoires et entre les colonies. Aux États-Unis, par exemple, les Amérindiens, donc les peuples autochtones d'Amérique, étaient majoritaires, mais avec la conquête de l'Ouest, ils s'en sont réduits à de tout petits territoires, comme le Navajo actuellement. Les peuples autochtones dans les colonies anglaises devraient apprendre l'anglais, ce sans quoi ils étaient à la marge de la société ou être radiés de la vie. Durant la période post-coloniale, de nombreux pays ont conservé cette langue officielle, mais le tournant majeur qui a déclenché la mondialisation de l'anglais, c'était la montée en puissance des États-Unis, après les deux guerres mondiales. De nombreuses organisations mondiales ont adopté la langue et devient ainsi langue principale des affaires, de la diplomatie, des sciences et des technologies. Aujourd'hui, avec l'essor du commerce international, des entreprises et des communications, l'anglais est devenu plus qu'incontournable et est devenu lingua franca. Il existerait près de 7000 langues à travers le monde, mais selon l'UNESCO, 50% des langues sont en voie de disparition, et une langue disparaît en moyenne toutes les 2 semaines. Seulement, l'anglais est souvent pointé du doigt car il a participé et a accentué au cours de son histoire la destruction des langues locales et minoritaires dans ses colonies. Mais comment ça se fait? Est-ce que c'est dû aux guerres? Ben non, comme toute culture, ça se reconstruit après et il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est dû à la destruction de leur habitat? Non, c'est pas forcément ça, ça se reconstruit encore une fois derrière. Est-ce que c'est en leur interdisant les langues minoritaires? Ben non, il y a quand même des langues qui sont complètement minoritaires, qui ne sont pas langues officielles et qui pourtant sont bien valorisées. Moi je pense que c'est multifactoriel, c'est à la fois les trois mais aussi d'autres facteurs. Mais entre vous et moi, qui préfère apprendre le navajo ou l'anglais? Qui c'est qui préfère apprendre l'altaï ou l'anglais? Donc si vous pensez que c'est l'anglais qui vous a répondu car ça offre beaucoup plus d'opportunités socio-économiques et des voyages, alors c'est peut-être ça le problème. En Afrique et en Inde par exemple, les jeunes générations s'aspirent à avoir un meilleur futur avec l'anglais qu'avec leur langue régionale. Par conséquent, cela baisse le nombre de locuteurs de la langue minoritaire au détriment de la langue hégémonie. En sachant que les langues sont vectrices de savoir, de culture et d'identité. Celles-ci perdent leur richesse, leur savoir ancestral. En tant que Français, l'anglais ce n'est pas non plus une langue hyper compliquée à apprendre, contrairement à l'allemand, le mandarin ou l'arabe, car l'anglais c'est une langue qui est germanique, certes, mais qui tire des origines du latin et de l'ancien français, pour au moins un quart de sa syntaxe et du vocabulaire. Cependant, pour un arabe, un chinois ou un africain, cela requiert énormément d'énergie et de temps pour la maîtriser, car les différences linguistiques sont colossaux. Pendant ce temps, les Anglais tirent d'un avantage disproportionné dans de nombreux secteurs. Ils ont tout à gagner avec leur langue maternelle, alors que le reste du monde, lui, peine à arriver au niveau de la cheville des Anglais. L'anglais était vu au début de la colonisation comme étant réservé à l'élite et aux plus riches. Actuellement, il s'agit plus pour entrer dans le monde de l'emploi, pour voyager, pour la science et l'économie. Si vous n'avez pas l'anglais, vous n'avez rien de tout cela. Dans les pays occidentaux, nous n'y voyons pas réellement cela. Car avec le français ou même l'espagnol, ce sont des langues encore très puissantes face à l'anglais. Mais en Afrique, par exemple, l'écart s'avère bien plus gros, comme au Nigeria ou au Kenya. Sans parler des barrières linguistiques que cela peut engendrer, l'anglais pose en effet un problème. Les frais de traduction, les professeurs d'anglais, et les voyages, les familles, les institutions et politiques doivent dépenser des sommes vertigineuses pour accéder aux meilleures ressources.
Indirectement, les classes aisées profitent plus de l'anglais que les classes populaires. J'aimerais aussi vous parler d'un certain rapport qui a été fait en 2005 par un certain François Grain à la demande du Haut Conseil de l'éducation à l'école. En fait, ce rapport, il traite les questions linguistiques sur l'économie de l'Europe. Il y a eu 3 cas d'études. Le premier scénario, c'était le tout à l'anglais. C'est-à-dire que tous les pays d'Europe devaient apprendre l'anglais et tout converser en anglais à 100%. Le deuxième scénario est lui plus multilinguisme. C'est utiliser les 3 langues les plus parlées en Europe, c'est-à-dire l'anglais, l'allemand et le français. Et le troisième scénario, c'est l'apprentissage d'une langue neutre et construite de façon à ce que tous les peuples puissent utiliser une langue commune à toutes, qui est l'espéranto. Donc dans le scénario du tout à l'anglais, en fait, il y aurait une position quasi-monopole sur les marchés de la traduction et de l'interprétation vers l'anglais. C'est-à-dire que la rédaction des textes en anglais, le matériel pédagogique, les professeurs, toutes les traductions politiques, ils effectuent des dépenses pour un montant qui est estimé à plus de 1000 livres par personne. Dans ce scénario, les pays anglophones, c'est-à-dire l'Angleterre et l'Irlande, auraient que des bénéfices contrairement au reste de l'Europe. Dans le deuxième scénario du multilinguisme, l'anglais, l'allemand et le français bénéficieraient aux pays qui détiennent, donc c'est-à-dire les Français, l'Allemagne et l'Angleterre, mais au détriment aussi du reste de l'Europe. Et enfin, dernièrement, le dernier scénario à l'espéranto conduirait à avoir une certaine égalité dans tout ce qui est la mondialisation, les transferts, et résolverait des problèmes linguistiques et économiques. Je vais passer tous les détails. Vous avez le document en description du rapport Grain, tout en français. Savez-vous ce qu'est l'américanisation? Vous savez, vous avez des produits américains un peu partout autour de vous. Vous avez certainement des M&M's, vous avez certainement une Ford, vous avez certainement un iPhone, un iPad, vous avez certainement encore plein d'autres choses qui viennent des États-Unis, non? Mais cela étant aussi un autre pouvoir qui est linguistique. Nous sommes dans une, on va dire, nouvelle ère linguistique, un néocolonialisme linguistique dû à l'américanisation. Vraiment, on ne peut pas se séparer de l'anglais aujourd'hui. Si vous devez trouver un travail, vous devez apprendre l'anglais et maîtriser cet anglais. Si vous devez voyager, vous devrez apprendre l'anglais aussi et discuter en anglais. Même dans le monde du travail, on vous demandera un certain diplôme comme le TOEIC ou encore d'autres diplômes parmi des milliers que je ne connais même pas. Et certainement vos notes à l'école et peut-être aussi votre avancée sur Duolingo. Concernant le nombre de locuteurs anglophones, il est très difficile de mettre pied à terre sur les chiffres qu'on nous donne, selon les données. Et je peux vous dire que c'est déjà une catastrophe. D'après l'organisation britannique The British Council, pour la diffusion de l'anglais dans un rapport intitulé The Future of English Global Perspectives, il est écrit que l'anglais est parlé par près de 2,3 milliards de personnes, soit presque un tiers de la population mondiale, en 2017. Dans cette base de données, la Chine compterait à elle seule 400 millions d'anglophones. Mais en allant dans les profondeurs interminables de textes, beaucoup de textes, de documents, on trouve qu'en réalité 1% de la population chinoise, soit 14 millions, savent converser en anglais. Et on va faire de même pour l'Inde, l'un des pays les plus peuplés du monde, avec ses soi-disant 400 millions de locuteurs anglophones. Mais qu'en allant sur le site indien Mint, on remarque qu'à peine 150 millions d'Indiens savent converser en anglais. Donc là, en allant un peu plus loin dans les recherches, enfin pas forcément loin parce que là je suis sur Wikipédia, une Wikipédia anglais, et j'ai tapé List of countries by English speaking population. Il n'y a pas en français, donc c'est pour ça que j'ai dû aller chercher en anglais. Et sur cette page, en fait, ils disent à chaque fois que déjà les données sont pas trop vérifiables, que c'est assez nombreux facteurs, et que en plus ça, ils mettent beaucoup de conditions. Et ils disent in most sources, the results shown are of people who say that they can speak English. Be proud of you because can be do. Donc en fait, ces résultats qu'on va voir juste en bas, ça représente uniquement, d'après ce que j'ai compris, mais uniquement des personnes qui savent bien parler anglais. C'est pas seulement un prix ou ça, non, c'est vraiment parler anglais. Là, on a la carte des pays dans lesquels ils ont certainement fait des études. On voit que, par exemple, il y a la Russie, c'est à peine 10%, comme le Brésil, et la Chine surtout. L'Inde, ça représentait entre 10 et 20%.
Et bien évidemment, après, les pays anglophones, donc là, plus de 90%, c'est normal. On voit qu'en Europe, l'anglais n'est pas aussi diffusé qu'il n'y paraît. Aussi l'indice de maîtrise de l'anglais, donc ça c'est l'EFEPI, donc c'est un classement des pays selon le niveau de population en langue anglaise parmi les adultes qui ont passé le test EF7. Donc là, ce qu'on peut voir, ce sont les pays donc, qui sont non anglophones qui ont passé les tests. Et on peut voir qu'avec un code couleur qui pour moi est très dérangeant, mais que dans les pays germaniques ont des meilleurs taux de meilleures compétences, mais aussi le Portugal, il a de meilleures compétences. Mais les gens, ils vont penser que oui, mais regardez, vu que l'Argentine, le Portugal et l'Afrique du Sud, ils arrivent très bien l'anglais, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui savent parler anglais et bien parler anglais. Et en fait, moi je vais dire, il ne faut pas confondre avec le nombre de locuteurs qu'il y a dans le monde. Parce qu'on voit le Portugal, c'est entre 20 et 30%. C'est ridicule. Et là, l'Argentine, c'est à peine 10%. Et l'Afrique du Sud, qui est à peu près comme, même pire que la France, même pire que nous. Donc pour en venir sur le nombre de locuteurs anglais dans le monde, j'avais dit qu'il y avait un tableau en dessous, il y a des données. Donc là on voit, le premier ce sont les États-Unis en termes de total English speakers. Donc là ça représente à peu près évidemment 300 millions de locuteurs parce que les États-Unis ont de facto l'anglais en tant que langue. Et ensuite vient l'Inde. Et là, ces chiffres-là, vous voyez 230 millions. Pour moi, ça m'a sauté assez aux yeux. Bon. Après, c'est Total English Speakers. Après, il y a As First Language, donc c'est en tant que langue native. Et ensuite, As Additional Language, donc certainement par ceux qui ont appris à l'école. Et évidemment, donc là, il y a des données. Okay. Donc là, ils disent qu'en seconde langue, il y en a 182 millions, un peu plus de 182 millions. Et comme troisième langue, 45 millions. Okay. Ils mettent une petite note. Et donc là, après, ça donne un site, donc Hindustan Time. Donc là, c'est un site hindou. Donc là, ils disent du blabla, machin. Ok, ils disent où est-ce que c'est parlé le bengali, machin et tout. Et en allant un peu plus, en allant plus ici, j'ai pu voir English second most known language in India. Be proud of you. Donc évidemment, l'anglais c'est la seconde langue la plus parlée en Inde. Donc on peut voir que ce n'est pas tellement leur langue natale. Les Indiens n'ont pas l'anglais en tant que langue natale, mais plutôt par langue acquise au fur et à mesure de l'école. Donc là, on peut voir qu'il y a 8,3% d'Indiens qui ont appris l'anglais en tant que seconde langue, et ensuite 4,6% en tant que troisième langue. Donc ils sont 1,450 milliard. Donc là, on fait le calcul. Donc là, j'en trouve 120 millions d'hindous ou d'indiens, je ne sais pas comment dire à chaque fois, qui savent parler l'anglais en seconde langue. Et là, ce qu'ils disent, c'est que déjà, je ne sais pas pourquoi ils ont mis 182 millions. Donc ils ont rehaussé, hein, je mets comme ça, voilà, juste côte à côte. Et ensuite, en tant que troisième langue, donc là c'est 4,6. On fait le même calcul. Donc là, je trouve 66 millions de personnes qui ont comme troisième langue l'anglais. Très bien. Et ce qu'ils disent, c'était 45 millions. Bon, en faisant cette fois-ci le calcul, donc on va arrondir, hein. On en est à 186 millions. De ce que j'ai vu, ça ressemble plus à la seconde langue de ce qu'ils disent sur Wikipédia. 186 millions. Et ensuite, en comparant avec ça, je me dis où est-ce qu'ils ont fait leurs données. Parce que Wikipédia, c'est là où normalement il y a des données qui sont vérifiées, qu'il y a des sources, il y a des notes. C'est quand même un espace communautaire. Mais où est-ce qu'ils ont mis ça? 182 millions, d'où ça tire? Et 45 millions, pareil. Parce que moi, j'ai que ça hein, comme l'anglais. Et ensuite, donc là, Total English Speakers. Donc ils avaient dit 230 millions, et puis moi, au final, j'ai trouvé 186 millions. Là, la chose que je peux dire, c'est pas du tout très pertinent. Alors peut-être que c'est vrai, ils ont quand même averti, que c'était des résultats qui étaient assez disputés, qu'il fallait vérifier, etc. Mais pour moi, ça veut rien dire quand tu as un chiffre qui est poupée de je sais pas où et que je sais même pas d'où ça vient. Il y a 4, je sais même pas d'où ça vient. Je vous avais parlé précédemment des inégalités que peuvent engendrer l'anglais face aux communautés mondiales pour l'apprentissage.
Et puis à propos du français, en fait, je vous ai un peu menti. Les accents du monde anglo-saxon sont entre l'irlandais. 10 euros. It's not all that difficult. All you got to do is have a good dog. Have a good dog, go at night, some moonshine night, just put the dog around them, put them on a trailer or walk. L'anglais d'Angleterre, l'anglais Scott. So a shop that's no selling a lot of stuff. Somebody, my pal, said yesterday when I see that shop round the corner, it's on its arse. L'anglais australien, l'anglais Inde, l'anglais du Nigeria, l'anglais d'Afrique du Sud, l'anglais d'Australie, l'anglais de Nouvelle-Zélande. J'en suis sûr que vous ne pouvez pas apprendre et comprendre tous les accents du monde anglo-saxon. J'en suis sûr et certain. Déjà que les Américains n'y arrivent même pas, alors... Et en plus, j'en parle pas des expressions à tout va en anglais, comme ce qu'on a en français, hein, mais c'est aussi horrible. Connaissez-vous l'opacité d'une langue? Plus une langue est opaque, plus la différence entre ce qui est écrit et prononcé est différent. Et l'inverse, on appelle ça une langue transparente, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit est prononçable. L'espéranto, par exemple, c'est la langue la plus transparente qu'il puisse y avoir. Tout ce qui est écrit, c'est tout ce qu'on parle. L'italien reste l'une des langues vivantes, l'une des langues naturelles les plus transparentes. Le français, lui, il est assez entre les deux. Il est semi-opaque, on dit. Comme l'allemand, pareil. Mais l'anglais, c'est opaque. Et même très, très opaque. Donc c'est ce qui fait que la communication en anglais, elle n'est pas super ouf, quoi. Et il y a tellement d'intercompréhensions qui sont mal faites. Comme par exemple la différence entre tree, free, free, le 3, il y a un bordel immense. Mais vraiment, si ça a été facile, tous les Français auraient appris l'anglais en fait. Mais je vais vous parler d'une histoire qui est assez dramatique et qui a son sens derrière avec l'anglais. Bon, c'est une suite d'événements, mais ça parle à propos du crash de Tenerife en 1977. Il s'agit de l'un des accidents de l'aviation les plus meurtriers de l'histoire ayant causé la mort de 583 personnes. Le 27 mars 1977, deux Boeing sont entrés en collision sur la piste de l'aéroport de Los Rodeos, aux Canaries. Un attentat sur l'aéroport de Las Palmas voisin avait conduit plusieurs vols à être redirigés vers Los Rodeos, qui n'étaient pas équipés pour gérer un tel afflux. La collision s'est produite en raison d'une série de malentendus et d'erreurs de communication, notamment liées à l'usage de l'anglais, la langue internationale de l'aviation. Le capitaine du vol, KLM, croyait avoir reçu l'autorisation de décoller alors que ce n'était pas le cas. Une mauvaise interprétation des termes utilisés par l'équipage KLM a contribué à la confusion, ainsi qu'une prononciation ambiguë des instructions de la tour de contrôle, dont les contrôleurs n'étaient pas anglophones natifs. Ce malentendu, combiné au brouillard qui limitait sa visibilité, a mené les deux avions à se trouver simultanément sur la piste, causant la tragique collision. Il y a certaines vérités que vous soupçonnez déjà, mais une bonne majorité n'est pas apprise à l'école, dans la société ou dans la vie de tous les jours. Je vous le dis clairement, mais dans cette vidéo, ce n'est pas pour vous inciter à ne plus apprendre l'anglais ou de dire que l'anglais c'est ce qui cause des malheurs de tout le monde ou que c'est un truc qui doit se détruire. Au contraire, mais bien de relever les éléments destructeurs que génère cette langue lors de sa diffusion massive à travers le monde. En fait, cela peut se faire avec une autre langue, avec le français, l'espagnol ou le russe. Ils se sont aussi développés de cette façon-là. Pour le moment, l'anglais reste très massivement diffusé partout autour de nous, dans la vie de tous les jours, comme je vous ai dit. Toute la technologie, le savoir-faire est à partir de l'anglais et on ne peut pas faire sans. Mais d'un côté, je dois vous dire qu'il ne faut pas uniquement se baser sur l'anglais et que vous devez apprendre, comme par exemple la langue locale lorsque vous allez voyager dans un pays ou une langue neutre et construite comme l'espéranto pour pouvoir rallier et nouer de meilleures relations à l'international et de mettre un pont entre les cultures. N'oubliez pas que l'anglais est très diffusé dans les lieux très touristiques ou des emplois assez communs. Et lorsque vous sentez des sentiers battus, l'anglais ça ne sert plus à grand chose. Il va falloir se rabattre sur la langue locale ou les langues neutres et construites. Donc concernant l'usage des langues pour mieux voyager et nouer de meilleures relations internationales en voyageant, j'ai mis en place une newsletter ou en bon français une lettre d'information dans la description sous la vidéo. Si tu veux exprimer ton avis, il y a l'espace commentaire, n'hésite pas à t'abonner et puis à lâcher un like sur ma vidéo, ça serait super sympa. En tout cas, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo qui m'a pris beaucoup de temps et d'énergie et avec les ressources qui sont aussi dans la description. Et je te dis à la prochaine. Ciao!